Notre pays vient de traverser la crise Covid. Nous en sortons usés, fatigués, exaspérés. Derrière, nous plongeons dans la guerre en Ukraine, avec l'essence à plus de 2 €, avec les factures d'énergie qui bondissent. Dans ce tunnel, quelle lumière allumez-vous pour les Français? Aucune. Je sais les interrogations et les inquiétudes que cette réforme soulève. J'ai conscience de l'effort qu'elle demande à bon nombre de nos compatriotes. À toutes les Véroniques qui ont tenu le pays debout, aux infirmières, aux caissières, aux manutentionnaires, à cette France qui se lève tôt et qui va au boulot, qu'offrez-vous? 2 ans, 2 ans fermes, formidable ambition, vous faites pitié. Je parle avec nos concitoyens de leurs doutes, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. Personne sur ces bancs n'a le monopole pour parler au nom du peuple et j'ai bien conscience de l'état d'esprit de notre pays. Conscient des inégalités que vous aggravez, vous avez tenté d'atténuer l'injustice de votre projet en introduisant des mesures cache-misère mal calibrées, quitte à aboutir à des usines à gaz. La mesure sur les carrières longues annoncée par Elisabeth Borne, personne n'y comprend plus rien, et même avec le beau tableau de BFM. C'est simple, hein. Oula. Non mais écoutez, c'est terrible. Non mais je suis d'accord, on comprend pas grand-chose. J'ai dit que moi, ce que je souhaite, c'est que les générations, que les jeunes aient une retraite. Je ne dis pas quelle modalité, je ne reviens pas sur les modalités, je n'en sais rien. Le seul truc qu'on comprend, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Résultat, chaque modification de ce texte très technique le rend encore plus cryptique et les Français sont très méfiants. 73% des Français interrogés considèrent que le gouvernement n'a été ni clair ni transparent sur le contenu de la réforme. La promesse de pension minimum à 1 200 € pour tous n'est qu'une illusion, voire un mensonge révélé par l'obstination de plusieurs de nos collègues à demander la vérité. Après nous avoir dit qu'ils n'avaient aucun compte à nous rendre, le ministre a reconnu que la mesure ne toucherait pas 200 000 bénéficiaires, mais entre 10 000 et 20 000 personnes chaque année. Il est par conséquent difficile, pour ne pas dire impossible, de commenter leur interminable règne sans redire et redire encore, inlassablement, à chaque fois qu'ils nous racontent de nouvelles craques, que les macronistes sont des menteurs compulsifs. Autre tour de passe-passe, celle de faire croire que nos concitoyens qui ont commencé à travailler avant 21 ans ne cotiseraient jamais plus de 43 ans. Tout ceci est faux. C'est ma marque de fabrique, j'ai toujours dit la vérité aux gens. Vous le savez, au fond de vous, le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans cristallise en réalité toutes les injustices. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Une réforme indispensable et vitale pour préserver le système, a dit Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres. Hier, Elisabeth Borne a annoncé le recul de l'âge légal de départ à 64 ans en 2030. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. On pourrait ainsi prendre une à une chaque déclaration faite par Emmanuel Macron depuis le début de son règne et démontrer qu'elle était presque toujours mensongère. La vérité, elle est là et vous ne pouvez pas la contester. La vérité, c'est que oui, la justice est d'abord de faire en sorte que cette réforme soit adoptée parce que ceux qui vont trinquer, ceux qui trinqueraient en premier, ce sont les plus fragiles de notre pays. Les 17,7 milliards d'euros d'économies attendues sont essentiellement portés par les plus modestes. Ils portent sur ceux qui auront à travailler plus sans voir leur pension progresser, sur ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent souvent des emplois pénibles, précaires, ceux qui ont des carrières hachées et donc principalement les femmes. Je dis simplement, quand on est élu face à l'extrême droite, il est évident qu'on vote pour vous des gens qui ont d'autres visions du social. Et on peut pas juste dire, ben voilà, c'est mon programme, je remonte l'âge légal à 64 ans et c'est terminé et vous étiez au courant. On n'a pas appelé monsieur Berger pendant 1 mois, pas plus que monsieur Martinez. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable, il n'y a pas de dialogue social. Qu'est-ce qui se passe à Renaissance, bon sang? Mais faites votre boulot, quoi. Enfin, c'est pas possible de gouverner comme ça dans un pays qui souffre et qui a aussi donné beaucoup. Les travailleurs pendant le Covid, il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans le mode de fonctionnement, alors que vous êtes au pouvoir. Il y a une alternative qui s'est dessinée à l'occasion de ces débats parlementaires. C'est celle de financer notre système de retraite en augmentant les impôts. C'est ce qu'a proposé l'opposition de gauche. Ils ont proposé d'augmenter la CSG pour les retraités à partir de 1 600 € par mois. Ils ont proposé de surtaxer les heures supplémentaires. Il y a un Français sur 2, un salarié sur 2 qui fait des heures supplémentaires. Cela serait injuste selon Gabriel Attal, qui essaie donc, pour mieux occulter les cruautés de son gouvernement,
d'imputer à la gauche des vilainies imaginaires. Matraquage fiscal. Car en fait, d'impôts supplémentaires, cette gauche suggère surtout, pour le cas où il faudrait vraiment trouver de quoi combler un très hypothétique déficit des retraites de 12 milliards d'euros en 2027, d'augmenter de quelques tout petits pourcents la taxation du capital, auquel les macronistes, depuis 2017, n'ont cessé d'offrir de somptueux cadeaux fiscaux. Emmanuel Macron est un pur produit de la finance. Vous n'allez pas me faire croire que c'est un ainsi socialiste repenti et qui s'est converti à l'économie libérale. Il arrive de là et il continue à les servir. Tout le monde le sait très bien. À quoi ça sert de le cacher? Non, tout le monde le sait très bien, c'est pas un argument, ça, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention, eh ben c'est un procès d'intention. Votre politique, vous la menez pour qui? Pour les salariés français ou pour les fonds de pension anglo-saxons? Vous faites pitié. Ce gars, toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est président, ça a été dans l'intérêt de ceux avec qui il travaillait à l'époque. Voilà, je le dis, c'est un procès d'intention. En attendant, c'est les travailleurs qui vont devoir aller 2 ans de plus au boulot et on est en train, je le redis, de démonter le pays pour faire plaisir à ces gens-là. 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. C'est-à-dire des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple. Et la moitié des Français, pardon, je termine là-dessus, pensent que c'est volontaire, que c'est à dessein, qu'il n'y a pas seulement une faillite ou une défaillance des élites, il y a une trahison des élites. Au service de qui êtes-vous? Je pense que j'ai jamais été, moi, j'ai jamais été ça. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille à Amiens, justement, de médecins hospitaliers, une grand-mère enseignante, et donc je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. On parle de quelqu'un qui a osé déclarer qu'il n'était pas du tout le président des riches, au moment précis où il diminuait le montant de l'aide personnalisée au logement et supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune, et qui ne cesse depuis de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Le jour où vous présentiez cette réforme en Conseil des ministres, le même jour, le 10 janvier, le journal patronal Les Échos titrait « Dividende record pour le CAC 40 en 2022, 80 milliards d'euros ». Du jamais vu, jamais connu, là encore, record de tous les temps. Et les 2/3 de ces dividendes, les 2/3 de ces 80 milliards ne vont pas aux 10% les plus riches, ne vont pas aux 1% les plus riches, mais vont aux 0,1% les plus riches. À eux, vous ne toucherez pas, mais vous toucherez à Marivonne, femme de ménage, des bandages aux poignets et qui prend 2 ans de plus. Et oui, cette réforme, en effet, elle demande du courage parce que demander des efforts aux Français, c'est toujours plus difficile que de dire que demain on rase gratis avec de l'argent qu'on n'a pas et avec des efforts qu'on ne demande pas. Le chef de l'État et ses ministres semblent avoir perdu tout contact avec la réalité. Ou peut-être est-ce simplement que leur mépris du peuple a cru dans de telles proportions qu'ils se sentent désormais autorisés à ne plus tenir aucun compte des faits et qu'ils considèrent qu'ils peuvent impunément imposer une réforme qui va contraindre des millions de salariés pauvres à travailler plus pour ne pas gagner plus, en expliquant très sérieusement aux futures victimes de cette exaction que c'est pour leur bien qu'elle leur est infligée. La conviction la plus profonde, c'est que cette réforme des retraites, elle est nécessaire pour notre pays. Car bien sûr, dans la vraie vie, rien, à part l'obsession maladive d'un président ivre d'orgueil, n'oblige le gouvernement à aller au bout d'une réforme dont plus de 70% des Français et plus de 90% des actifs ne veulent absolument pas. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Le 49.3, c'est pas un outil qu'on est en train de réfléchir, de discuter, qu'on aurait dans la poche, prêt à dégainer. La parole est à Madame la Première ministre. À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup de tristesse pour l'Assemblée nationale. Après des décennies d'agression, après 6 ans de macronisme forcené, le désir de tout bousculer monte dans le pays, qui commence à en avoir soupé de demander poliment, qui commence à en avoir soupé des bonnes manières. Et je le dis tranquillement et sans passion, conscient des enjeux, si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Puisqu'il ne respecte pas, lui, les règles de la démocratie, il n'y aura plus de règles. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble
du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Avec ce que je vais